Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El Chaghali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant et je suis chroniqueur, analyste politique. Donc, comme promis, aujourd'hui, la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube va vous accompagner tout au long de la journée pour essayer de voir quelques aspects de la question concernant les élections qui se déroulent en ce moment dans notre pays. Bon, on n'a pas besoin de dire que pour ces élections, le président actuellement au pouvoir brigue un second mandat. La question qui se pose est de savoir est-ce que donc il sera réélu par les citoyens mauritaniens, les citoyens de ce pays ou non. S'il ne sera pas élu, qui sera élu comme nouveau président de la Mauritanie? Donc, pour le moment, on ne peut pas exclure, une hypothèse, on ne peut pas l'exclure, parce que en démocratie, ce sont les urnes qui parlent, et ces urnes n'ont pas encore parlé, elles sont en train de se préparer à parler, et peut-être que à la fin de la journée, à partir de 18h, l'heure à laquelle les bureaux vont se fermer, les premiers résultats vont commencer à tomber. Les premiers résultats, et puis suivront d'autres résultats, jusqu'au tout dernier résultat, et la compilation de tous ces résultats va donner donc les verdicts pour lesquels se sont prononcées les urnes. Alors, je voudrais d'abord revenir sur une information importante qu'il faut savoir. Il faut savoir d'abord que nous sommes qui et nous sommes combien partis au vote aujourd'hui. Jusqu'au moment où je vous parle, on ne peut pas savoir exactement quel est le nombre de Mauritaniens qui se sont prononcés pour ces élections. Le mot prononcé signifie ici, dans le cadre des élections, qui ont exprimé leur vote. Que ce vote soit bon ou que soit mauvais. Il n'y a pas de vote bon ou il n'y a pas de vote mauvais, il y a toujours un vote. Mais il y a un vote qui peut être nul et un autre qui ne l'est pas. Et ça, c'est la commission et les bureaux qui vont décider en ce moment quels sont les votes qui sont bons et quels sont les votes qui sont déclarés nuls. Nous sommes 1 939 344 Mauritaniens inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que ce sont des Mauritaniens qui ont décidé de porter leur nom sur la liste des électeurs de ce pays. C'est un nombre insignifiant par rapport à la population mauritanienne qui, elle, est estimée à un peu moins de 5 millions. Ça veut dire que nous sommes 50%, ou moins de 50% qui nous sommes inscrits sur les listes électorales. Ça se passe un peu partout dans le monde. On n'est jamais à 100% ou à 80% d'inscrits sur la population. Ça n'arrive que dans des démocraties extrêmement avancées où le vote est un vote qui passe par des moyens parfois qui sont modernes, comme le vote électronique dans certains pays du monde. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, 1 939 344 Mauritaniens inscrits sur les listes électorales. Bon, ce sont ces Mauritaniens qui peuvent voter. Mais est-ce qu'ils voteront tous? On ne sait pas. La réponse de la question viendra avec la compilation des résultats du vote. Pour qui ils vont voter, on n'a pas encore, au moment où je vous parle, en tout cas, on ne peut rien dire. Parce que ce sont les urnes qui vont dire avec exactitude qui a voté qui a voté qui et où il a voté pour qui. C'est important ce que je vais vous dire pour vous expliquer un peu. C'est-à-dire que ce sont les résultats des urnes qui seront déclarés officiellement par la CENI
qui vont dire qui a voté pour qui et qui a voté pour qui où. Voilà, c'est un peu ça que ça se passe. Alors maintenant, il faut rappeler que se sont inscrits sur les 1 939 344 inscrits sur les listes électorales. Nous avons le Trarza qui vient en tête avec ses 253 183 inscrits. Le Hod Sharqi, 204 1195 inscrits. Le Brakna, 186 019 inscrits, c'est-à-dire 186 019 Mauritaniens inscrits. À Nassaba, vous avez 169 177 inscrits. Nouakchott Sud, 160 646. Nouakchott Ouest, 160 066. Le Hod al-Gharbi, chez moi, 155 402. Au Gorgol, 140 104. Nouakchott Nord, 139 874. Au Guidimaka, 94 025. Dakhlet Nouadhibou, 83 864. Le Tagan, 56 169. L'Adrar, 55 830. Le Tirizamour, 32 431. À l'étranger, ils sont 29 371 à voter. Et les chéris, le dernier du peloton, n'a inscrit que 18 988. Alors, si on peut faire un premier, comment on appelle ça, un premier sondage sur ce qui pourrait être le résultat de ces élections, il faut peut-être aller dans les généralités. Les généralités, c'est quoi? C'est-à-dire de voir, par exemple, par région, qui pourrait être favori. Les sondages le disent, les commentaires le disent déjà, que le président sortant est favori dans ces élections. Évidemment qu'il est favori, parce que généralement, d'ailleurs dans tous les pays du monde, et dans les pays sous-développés en particulier, les pays pauvres, le pouvoir en place est toujours favori dans les élections, parce que c'est une mentalité qui est inculquée dans l'esprit des pays, des populations, des pays du tiers-monde, que le pouvoir en place, il faut mieux être de son côté que d'être son ennemi. Et c'est un peu comme ça. Alors, pour le moment, on ne peut pas dire vraiment comment ça va se passer, mais si par exemple le président sortant est dit favori, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on estime que sa popularité est plus forte que la popularité de tous les autres candidats. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et effectivement, il n'a pas en face de lui vraiment des poids lourds qui peuvent l'inquiéter. S'il y a un poids lourd, peut-être c'est Biram Daoud Abeid. Biram, qui est un homme qui était, il faut bien employer ce verbe par le passé, qui était un homme extrêmement plébiscité, c'était un homme très supporté, c'était un homme qui avait donc une population derrière lui extrêmement importante. Mais il faut aussi dire que Biram Daoud Abeid a été mortellement blessé. Il a été mortellement blessé ces 3 dernières années par, comment on appelle ça, un cumul de problèmes auxquels il a fait face, donc sur lesquels il ne faut pas revenir, peut-être ce n'est même pas la peine de revenir. Donc, Biram Daoud Abeid est intelligent, il est très intelligent pour savoir que sa cote de popularité a chuté très fortement. Il le sait, évidemment qu'il le sait, parce qu'il doit être le premier à le savoir. Parce que Biram Daoud Abeid, qui harangue par exemple les foules à Ayoun, qui harangue les foules à Kaïdi ou à Nouadhibou ou à Attar ou là où vous voulez, en 2014 et 2015, ce n'est pas le Biram qui harangue les foules en 2024. Il peut écouter ou parfois pas écouter, il est même décrié, il est chahuté. Et donc sa cote de popularité est en chute.
Il est en chute pour donc plusieurs raisons sur lesquelles il ne faut pas revenir. Néanmoins, s'il faut dire ce qu'il faut dire, sa popularité reste très forte. Mais sa popularité reste très forte dans un milieu qui n'est pas le milieu des votants. Ce n'est pas le milieu des votants, justement. Et lui, il est intelligent pour le comprendre. Et il comprend bien que ceux qui viennent à ces meetings, qui sont venus à ces meetings, ou que ça se soit passé à Kaïdi, à Guérou, à Noisibou, à Rosso, ceux qui sont venus le voir ne sont pas tous ses votants. Il sait, lui, il sait que ce ne sont pas ses votants. Il faut ajouter à ceux qui le soutiennent réellement et qui n'ont pas l'âge de voter, ceux qui sont là par curiosité ou ceux qui sont là pour un peu parce qu'ils ont du temps à perdre et ils ont un événement. Ça se passe partout comme ça en Mauritanie. Donc, nous allons essayer de faire une lecture très simple. Par exemple, nous allons commencer par le Trarza. Alors, le Trarza, c'est la région qui a le plus grand nombre de votants, 253 183. Le Trarza, ça va être une bataille. Ça va être une bataille. Pas une bataille qui va porter un risque à Aswani de ne pas être voté à la majorité de ceux qui vont s'exprimer au vote. Non. Ça va être surtout une bataille pour que Aswani essaie de récupérer le maximum de ceux qui avaient l'intention de voter pour Biram Daouleb. Il faut le comprendre parce que Rosso, c'est un peu, comme je l'avais dit dans une de mes chroniques, c'est une région, c'est une ville. Il faut parler précisément par exemple, de Rosso. Rosso est une ville d'une politique trouble, c'est-à-dire qu'on aime Biram et parce qu'on n'a pas le choix. Certains aiment Birama parce qu'ils n'ont pas quelqu'un d'autre à aimer, parce qu'ils n'aiment pas Kazwani, par exemple. C'est là le problème, parce que finalement, ils sont du côté de Birama, parce qu'ils ne veulent pas être du côté de Kazwani, qui, pour eux, n'est pas le président vraiment indiqué pour la Mauritanie, qui n'a pas fait les performances attendues de lui et qui n'a pas tenu ses engagements. Ça, c'est un peu, si vous voulez, Rosso. Rosso, c'est une ville politique, elle est trouble. Elle est trouble parce que c'est tellement compliqué, Rosso, parce qu'en fait, la bataille de Rosso, c'est une bataille, comme disait Kadhafi, je ne sais pas, porte à porte, fenêtre, rue, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des très, très grands ténors traditionnels de la politique traditionnelle dans le Trarza, dans Rosso particulièrement, parce que c'est Rosso qui est la ville vraiment difficile. Ce n'est pas Kermassen, c'est pas difficile, Irkiz n'est pas difficile, Tekan, c'est pas difficile et tout ça, mais Rosso est particulièrement difficile. C'est pourquoi il y a certaines personnes que j'ai citées, comme Mohamed Val, le directeur comment on l'appelle, des bacs de Rosso, vous avez Bombo Draman, vous avez Sidi Diarra, vous avez certaines personnalités publiques de cette ville qui sont incontournables, parce que ce sont eux qui compliquent un peu la distribution des cartes dans cette ville. Et ils ont chacun derrière lui une suite de militants très importants qui n'obéissent qu'à ses voeux. Donc là, c'est très compliqué, Rosso. Il faut rassembler le maximum de ces gens-là qui ont des gens qui sont derrière eux. Et c'est ce qui fait que la bataille de Rosso est très, très, très importante. C'est une bataille qui va quand même sortir des résultats qui vont surprendre quand même Biram Daouleb, par exemple. Des résultats qui vont le surprendre parce qu'il ne se rend pas compte qu'on lui a pris ce qu'il avait, ou presque. Les gens qui le soutenaient, qui avaient des gens derrière eux, l'ont quitté, ils l'ont abandonné. Il faut donner par exemple, parler de Sidi Diarra. Sidi Diarra qui était l'un des soutiens piliers de Biram Daouleb et qui, à la dernière minute, donc,
a fait volte-face. Parce qu'à Rosso, la politique, c'est comme la danse des Sbéniates. Hein. Le danseur, il est en face de vous, et puis en une fraction de seconde, il vous donne le dos. Donc, c'est un peu ça. Biram, lui, maintenant, il a été fortement affaibli dans le Trarza, et particulièrement à Rosso, par le jeu politique que Nani Ould Cheikhra, le porte-parole du gouvernement, a fait, parce qu'il est passé par des chemins qui ne sont pas les chemins habituels pour rassembler autour du président des électeurs. Il est passé par des chemins sinueux pour arracher à Biram Mouddahar Bey le maximum qui peut lui être arraché. Et peut-être que les résultats donc, de Rosso, particulier, vont surprendre Biram Mouddahar Bey. Et il sera déçu. Donc, Arkiz, n'en parlons pas. Il n'a pas une popularité Arkiz, il ne peut pas gagner Arkiz, c'est impossible qu'il gagne Arkiz. Il peut être au milieu des gens qui revendiquent, des casseurs, des gens qui... mais c'est une poignée de personnes qui n'ont pas de poids politique et qui ne représentent rien par rapport aux votants qui sont réels. Donc, Tchékan, ça ne se négocie pas. Tchékan, ça a toujours été le pouvoir en place, et ça restera le pouvoir en place. Parce que vous avez à Tchékan une seule et même famille, la famille Khan, même si cette famille Khan est, si vous voulez, scindée en deux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs visés, et même entre ces deux grandes familles, ça ne se passe toujours pas très bien. En tout cas, les deux familles, quand même, convergent aussi vers donc, le pouvoir en place. Ça veut dire que donc, Tchékan est acquis. Alors, Haoui Charqi, Biram Mouddahar Bey n'a pas de chance. Là, il le sait. Il le sait parce que là, c'est le fief des fiefs. Tous les premiers ministres pratiquement de la Mauritanie sont de cette région, ils sont très puissants. Et puis vous avez Boubacar, M. Ould Belkhair, qui est de cette région. M. Ould Belkhair, c'est pas n'importe qui. M. Ould Belkhair, c'est une personnalité publique de ce pays, l'une des plus fortes personnalités publiques de ce pays et l'une des plus respectées de ce pays. C'est un très fin politicien qui a épaulé, maintenant, il a épaulé Cheikh Lavia, il a épaulé donc l'ancien Premier ministre, les deux anciens Premiers ministres, et puis vous avez Sraïl Moubarak, l'ancien Premier ministre, même si son poids est un poids léger, quand même, qui apportera quelque chose. Donc là, je crois que Biram Mouddahar Bey, il ne cherche pas à revendiquer une popularité dans cette ville. Alors chez moi, à Youn, si Biram Mouddahar Bey est soutenu, ou si il y a des gens qui votent pour lui, c'est peut-être des Maliens qui donc, je m'excuse, on continue. Alors là, pour la Saba, oui, il y sera là-bas des empreintes. Après les résultats, Biram Mouddahar Bey, c'est normal, parce que, vous savez, la Saba, vous avez Kifa, la capitale régionale, qui est une capitale hétéroclite, mais surtout qui a une population jeune. Et cette population, c'est cette population qui est née donc, après 89 et qui est donc dans un environnement qui est plus proche de Biram Mouddahar Bey que d'autres candidats. Alors, le Guidimaka, oui, il y sera aussi des empreintes dans le Guidimaka, Biram Mouddahar Bey, parce que sa propagande est le plus souvent adressée donc aux populations du Guidimaka, qui sont un peu des populations aigries pour certaines par donc des problèmes qui se posent concernant l'esclavage, qui est un esclavage traditionnel. Et donc, il y sera certainement là des traces dans ces élections. Le Tizi Zemmour, la même chose, parce que le Tizi Zemmour, c'est une population hétéroclite, c'est surtout des travailleurs, qui sont près de 5000 travailleurs, qui viennent de tous les horizons. Donc, si son nom est cité là dans les urnes, même peut-être de façon
importante, ça ne doit pas surprendre. Alors, l'Adrar, je pense qu'il sait très bien qu'il n'a rien à faire là, politiquement. L'Enchiri, il n'a rien à faire là, politiquement. Nouadhibou, oui, c'est un peu comme Rousseau. Nouadhibou et Rousseau, c'est un peu la même chose. Parce que Biram Daoud Bey, il compte beaucoup sur Nouadhibou pour lui apporter beaucoup de voix. Oui, peut-être pas lui apporter les voix qu'il pense en regardant ses meetings, parce que les meetings qu'il organise à Nouadhibou sont surtout gonflés par des Maliens, des Sénégalais et d'autres nationalités qui se confondent à la population mauritanienne pour assister à ces meetings. Mais ce n'est pas un poids électoral dans la réalité. Bon, bien qu'il a là, à Nouadhibou, un représentant d'Irak qui a une forte personnalité au milieu de l'extrémisme de l'Irak, et qui a donc des possibilités de mobiliser donc des populations. Encore que, bien sûr qu'il va avoir de très sérieuses difficultés, parce que au niveau de Nouadhibou, il faut savoir que le gouvernement en place, les autorités en place ont fait énormément de sacrifices pour cette localité, aux populations de cette localité, qui sont des populations immigrés des autres régions du pays, bon, qui ont obtenu des terrains, qui ont été relogés, qui ont été aidés financièrement, qui ont été aidés matériellement et tout ça. Et ça risque aussi de diminuer vraiment le nombre de votants que Biram Bida pourrait avoir. Donc, en conclusion, Biram Daoud Bey, il faut dire qu'il n'est pas le Biram Daoud Bey de 2014, 2015, 2016, où il était au sommet de sa gloire, j'ai déjà dit, il était au sommet de sa popularité, et c'était un général de la rue qui avait des milliers, des centaines même de milliers de sympathisants qui étaient derrière lui. Mais malheureusement, cette masse donc de population qu'il avait derrière lui, il a mal géré, parce qu'il l'a géré en l'orientant vers la voie de la violence et la rébellion sur la communauté arabo-berbère et tout ça, ou arabe, si vous voulez, ou les Maures et tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lui, il a, si vous voulez, inventé une machine destructrice, je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas le français, destructrice, qui détruit, une machine puissante qui détruit. Il a inventé, et maintenant, depuis quelques années, il ne la maîtrise plus, cette machine. Elle n'a pas de frein, elle n'a pas d'embrayage, elle n'a pas de lumière, elle n'a pas de clignotant. Elle a continué, elle, à évoluer, alors que lui-même, en tant que personne, on commençait à découvrir que vraiment ce n'était pas un leader politique qu'il fallait, mais c'était quelqu'un qui avait plus tendance à diviser les Mauritaniens entre eux, surtout à diviser les Maures entre eux, c'est-à-dire les Maures blancs et les Haratines, ce qui est une ligne rouge. Elle est rouge, il faut le dire réellement, et lui il le sait, Biram. Elle est une ligne rouge, aussi bien pour les Maures blancs que pour les Haratines eux-mêmes, parce que les Haratines des générations des années 70 et des années avant, c'est des gens qui n'ont jamais et qui ne prennent jamais pour la division de la communauté maure en deux. Ils ne prennent pas pour ça. Ils sont complètement... ils rejettent complètement donc cette idée de fractionner les Maures dans leur ensemble en deux tendances. Et maintenant, Biram Daoud Bey, il le comprend, parce que si vous voyez la dissidence, les gens qui le quittent, qui l'abandonnent, qui le laissent tomber, c'est cette génération de Haratines qui sont mûrs, donc de la génération, ou ce qui en reste de la génération de Messoud ou Belkhair, Boubacar ou Messoud, Bouyguel ou Hamid,
et d'autres qui, eux, c'est des haratines qui cherchent à ce que la communauté haratine soit enseignée, qu'elle profite des avantages de ce pays, qu'elle soit moins discriminée et tout ça, mais qui, pour eux aussi, cette division est une ligne rouge qu'ils ne veulent pas atteindre, alors que Birame, lui, cette ligne rouge, il ne la voyait même pas. Au contraire, pour lui, c'était une ligne verte qui lui permettait d'aller jusqu'à où il pouvait aller. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a donné du temps de faire attendre à Mohamed Abdelaziz en envoyant dans la rue donc, ces centaines de milliers de soldats qui sont des jeunes qui n'ont pas de repères, qui n'obéissent à rien et qui sont nés dans un environnement de violence. Voilà un peu ce que c'est. En tout cas, moi, en tant que journaliste et en tant qu'analyste, j'ai essayé de voir avec des instruments ou avec des éléments que pourraient donner les élections actuelles. Et je suis arrivé à la conclusion qu'elle donne le tableau là que je vous propose de regarder. Et je vais le commenter pour vous. Donc, dans ce tableau, comme vous le voyez, bon, le président Ghazouani vient en tête avec 65% des votants. Peut-être un peu moins, difficilement un peu plus, mais il va se balader vers les 62, 63, 64, 65%. De mon avis. Pourquoi je l'ai dit? D'ailleurs, je l'avais dit il y a presque 8 mois maintenant, et un ancien ministre, un promotionnaire à moi, m'a dit « Comment, Chekali, tu arrives à ce pourcentage ?» Je dis que c'est une technique qui m'est propre parce qu'il faut analyser un certain nombre de données et il faut voir un peu l'évolution politique du pays. Pourquoi Ghazouani arriverait à 65%? D'abord, il n'arrive pas à 65% de la population mauritanienne. Non plus. Il n'arrive pas à 65% du nombre de Mauritaniens inscrits sur les listes électorales. Qui est, donc je l'ai dit tout à l'heure, 1 934 244 Mauritaniens, parce que ce nombre-là, d'1 944 000 Mauritaniens inscrits sur les listes électorales, ils ne voteront pas tous, évidemment, et ceux d'entre eux qui voteront, parmi eux, il y aura certains qui auront les votes qui ne seront pas validés. Donc, il restera donc cette masse de Mauritaniens qui ont voté et dont les votes sont valides. Et sur cette masse, évidemment, lui, Ghazouani, vraiment sans fraude, je l'ai dit honnêtement, sûrement, même sans fraude, il irait vers les 62, 63, 64%. Il irait, sans aucune difficulté. Pourquoi il irait là? Parce que, d'abord, il a en face de lui un candidat qui aurait pu, je dis qu'il aurait pu être vraiment un obstacle pour qu'il arrive à ce chiffre. Mais ce candidat, c'est Birame Daoud Abed. Birame Daoud Abed, il est affaibli. Il est d'abord affaibli par la transhumance des hommes qui étaient puissants et qui étaient autour de lui. Si on remonte donc dans le temps, on regarde depuis le départ de Saad Ouloulid, qui, quelques jours seulement avant les élections, donc, lui aussi a retourné sa veste, il a quitté l'ancien président qui fondait un très grand espoir sur lui et qui a rejoint donc Ghazouani. Si on regarde dans la dissidence et tous ceux qui ont quitté Birame Daoud Abed, qui sont des gens puissants populairement, qui ont des popularités, qui ont des personnes derrière elles. Ça l'a affaibli complètement. Ensuite, il faut savoir que il a en face de lui aussi les gens auxquels il a fait la guerre. On parlait de ses chefs religieux, de ses chefs de tribus, de ses hommes d'affaires. Parce que les chefs de tribus, les chefs religieux, malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce que lui peut faire, tout ce qu'on peut dire, toute sensibilisation qu'on peut faire, il reste quand même
des gens qui ont une influence très forte sur les Haratin. Il reste pour presque 80% des gens qui ont une influence très forte sur les Haratin. Que ce soit des marabouts, que ce soit des shérifs, que ce soit des chefs de tribu, c'est des gens qui ont encore, jusqu'au moment où je vous parle, une influence extrêmement importante sur les Haratin. Donc, Biram David a commis l'erreur de faire à ces gens-là la guerre. Et maintenant, ces gens, ils lui rendent la monnaie. Donc, ils vont lui faire la guerre, eux aussi, en lui montrant que les Haratin, c'est eux, mais ce n'est pas Biram. Et ce qui est une réalité, parce que c'est une tradition en Mauritanie. Je ne sais pas si je peux trouver ça, mais c'est un vivre ensemble entre les Maures blancs et les Haratin qui est indéfectible. Biram a tout fait, Messoud Ould-Belkhair à son temps a tout fait, Boubacar Messoud fait encore tout, Boydiol a tout fait, Samuel Bey a tout fait, mais c'est indéfectible. Il y a là des liens indéfectibles entre les Maures blancs et les Haratin que même ces leaders Haratin, même réunis, ne peuvent pas détruire. Donc lui, il a mal fait de faire la guerre donc, à ses chefs religieux, à ses chefs de tribu, qui lui rendent la monnaie actuellement et qui rendent vraiment son avancée populaire extrêmement difficile. Elle est même éclaboussée, si je veux dire. Ensuite, les hommes d'affaires. Biram Daoud Bey, il a fait la guerre aux hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ce sont eux, les moyens de l'État et leurs propres moyens à eux. Et sans moyens, les moyens, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc ces hommes d'affaires-là, ils n'ont pas besoin de se mettre en face de Biram Daoud Bey pour lui faire la guerre. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont rien à voir avec Biram Daoud Bey. Non. Ils ont leurs moyens, ils peuvent prendre les Haratin dans leur propre communauté, dans leur village, dans leur adouaba, en prenant leurs leaders qui sont locaux et injecter des sommes de milliards de l'argent fou pour leur faire changer d'avis et de position. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les adouaba. Vous avez un Hatani qui était un des plus grands soutiens de Biram Daoud Bey et qui a, lui, si vous voulez, est la personnalité publique de 42 adouaba vers la région d'Amouj de Basknou, qui est une région qui est très, très sensible, qui est très archaïque, où l'esclavage reste encore très ancré. Donc, c'est ce leader Haratin qui était, si vous voulez, un peu le symbole de ces 42 adouaba, qui soutenait beaucoup Biram Daoud Bey, donc est revenu dans le camp du pouvoir. Donc ça veut dire que, et s'il revient dans le camp du pouvoir, pourquoi? Parce que, il a été dit dans une information que j'ai dit, qu'il a accepté de revenir dans le camp du pouvoir parce que c'est l'ambassadeur de Mauritanie en Turquie, je ne sais pas qui il est, donc qui les a demandé de revenir. Donc l'ambassadeur, voilà, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour vous faire comprendre que, et si l'ambassadeur dont il parle n'a pas les moyens de satisfaire à leurs demandes et tout ça, donc il a des hommes d'affaires Maures blancs qui sont là, qui lui disent de ne pas s'inquiéter, nous on te donne un chèque à blanc pour ramener dans notre camp donc ces gens-là. Et vous avez vu d'ailleurs le cas de Vala Mintmini, qui est une jeune députée, qui est une étoile montante, qui fait un travail énorme. Elle est très populaire dans le milieu de la jeunesse, elle aussi qui a pu vraiment faire revenir tout un pan d'une tribu qui était très solidaire avec Biram Daoud Bey. Donc, Biram Daoud Bey, en faisant la guerre
aux chefs religieux, en faisant la guerre aux chefs de tribu, en faisant la guerre aux hommes d'affaires, il s'est affaibli considérablement. Il s'est affaibli considérablement et il s'est retrouvé seul. J'ai dit dans la chronique passée, il était devenu pauvre. Pauvre financièrement, pauvre économiquement, pauvre matériellement et surtout pauvre politiquement parce qu'il n'a plus de gens derrière lui. Et lui, il le sait maintenant. Et j'ai dit qu'il n'est pas bête, il n'est pas fou, Biram Dawlabed est un homme extrêmement intelligent. Il est très intelligent, il est très fin, et même dans une des chroniques, je crois, que j'ai passées dans l'une des chroniques que j'ai passées, il a dit Houley Cham, ou Houley Cham, ou Sal, je ne sais pas, Houley, il me connaît très bien. Et connaît le sens de chaque mot que j'utilise. Effectivement, lui, il sait très bien ce qu'il dit. C'est un manipulateur. Il manipule les gens avec le mot, il manipule les gens avec les verbes, il manipule les gens avec des gestes. Et c'est ce qui fait, qui faisait un peu sa force et sa popularité. Mais maintenant, lui, il se trouve seul, nu. Qu'est-ce qu'il a? Il a les soutiens des flammes. Peut-être, il a les soutiens des négro-mauritaniens, peut-être, ou certains d'entre eux, ok, mais ces gens, ils sont plus pauvres que lui, ils n'ont rien, ils n'ont pas les moyens pour faire une campagne, ils n'ont même pas les moyens pour se déplacer, pour aller voter, et lui, il n'a pas les moyens, lui, il ne peut pas, il n'a pas les moyens, il a dit lui-même de mettre dans chaque bureau de vote une personne qui le représente, parce qu'il n'a pas les moyens. Or, un homme d'affaires, un seul homme d'affaires mauritanien, un Maure, peut lui, s'il le veut, prendre pour le candidat Mohamed Cheikh Ghazouani, prendre les frais de la représentation du candidat dans les 4000 et quelques bureaux de vote qui sont trouvés. Les enjeux, c'est comme ça, c'est l'argent qui les fait. Donc, ça va le surprendre et c'est peut-être pourquoi, lui, il est très intelligent pour comprendre que vraiment ces élections sont des élections qui vont le terrasser complètement, le terrasser politiquement, il le sait. Et il n'obtiendra même pas le pourcentage qu'il avait obtenu les 2 fois passées. Il descendra en dessous de ce pourcentage-là. Et c'est pourquoi j'avais dit, et là, si vous voyez sur le tableau, lui, il va se retrouver à 6%. 6%, il va être derrière, et ça c'est mon sondage, hein, je l'ai dit à moi, selon mes analyses, il va être derrière l'avocat, l'Aïd, et il va être derrière le candidat de Tawasso, qui est un candidat qui a quand même une popularité et qui a un nombre de votants important. Donc voilà, et là, il le sent, il va être le premier à le sentir, parce qu'en faisant ses campagnes, en contactant les gens, en parlant avec eux, il sait maintenant quelle est réellement sa position, et c'est que sa position devient de plus en plus très basse dans l'échelle. Elle est très basse dans l'échelle. Et c'est peut-être pourquoi vous avez vu donc ce militaire-là farfelu avec ses 5 étoiles qui dit que il faut que Ghazouani et son régime laissent les Mauritaniens s'exprimer librement. Il le dit et il se contredit en disant que les Mauritaniens votent pour Biram Dawlabed. Ou ce sont les jeunes qui vont s'exprimer, ou alors c'est lui qui s'exprime pour dire que Biram Dawlabed va être élu. Mais ce n'est pas fortuit. Justement, à 2 jours des élections, lui, il a dit, c'était, si je voulais un peu, c'est prémédité. Prémédité, c'est qu'il devait suivre. C'est-à-dire que Biram Dawlabed, sachant qu'il n'a plus rien du tout, et qu'il n'est plus la personnalité politique des années 2014, 2015, 2016, 2018 jusqu'à 2019, il n'est plus cette forte personnalité politique et ce fort leader de Haratin, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il pousse les gens comme Kmash, comme Talib Abdelwadoud, comme ce général Falferi et d'autres,
pour dire que la fraude risque de mettre la Mauritanie à feu et à sang, et que si une seule fois, il a dit lui, je vais le faire écouter, une seule fois a été volée, que la CENI, et il utilise des mots très vulgaires pour décrire la Syrie, il utilise des mots très vulgaires pour parler des ministres de l'urbanisme et de l'habitat, il utilise des mots très vulgaires pour parler donc du porte-parole du gouvernement. Et ça, il est en train de préparer la réaction post-électorale des gens, des délinquants de la rue. Et ça, le gouvernement mauritanien le sait, il le sent que Biram, sachant qu'il ne va pas gagner dans ces élections et qu'il sera même très affaibli à cause de ces élections, va essayer donc de créer un environnement de violence pour que les gens descendent dans la rue. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez remarqué que le gouvernement a pris les devants pour mettre en place un système de sécurité. Parce que la sécurité n'a pas de prix. Voilà, donc Biram n'est pas bête. Il n'est pas bête pour savoir qu'il est en chute libre, qu'il commence vraiment à se décomposer. C'est exactement le mot. Il commence à se décomposer politiquement et il n'est plus du tout le leader charismatique qu'il était les années 2014, 2015, 2016, et qui n'est plus qu'un leader politique d'un mouvement qu'on appelle l'IRA, qui est soutenu par une poignée de négro-mauritaniens, et puis qui est chanté, dont les louages sont chantés par des étrangers qui parfois sont, à Nouadhibou par exemple, ils sont parfois des Ivoiriens, parfois Congolais, parfois Nigériens et tout ça, qui se mêlent à la masse pour gonfler le nombre d'adhérents au meeting de Biram Dahoul Lebed. Voilà, donc moi, la plateforme considère que ce serait un peu ça les résultats, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais me tromper, peut-être sur le mouvement entre Tawassoul et Maître Eid qui lui est un homme sage, respectable, qui a fait une très bonne campagne et qui va puiser donc dans ceux qui étaient avec Biram Dahoul Lebed et qui ne veulent plus de Biram Dahoul Lebed et qui ne veulent pas non plus de Ould Ghazouani, dont la popularité, il faut le dire, la popularité vraiment est en chute. Elle est en chute depuis donc presque 2 ans maintenant, elle est en chute. Elle est en chute parce que, même malgré les efforts qu'il fait, malgré les résultats obtenus qui sont très importants, et malgré tout ce qu'il a fait comme effort, dans la mentalité de tous les Mauritaniens, à près de 80%, il n'a rien fait. Et ce qu'il n'a rien fait, c'est un discours que tiennent certains politiciens qui ne veulent pas de Ghazouani au pouvoir. Or pour la Mauritanie, Ghazouani est le meilleur président de ce pays depuis son indépendance. C'est un homme qui est relativement calme, respectueux des gens, qui a une très bonne ouverture pour la liberté de la presse, qui a donné à la justice donc l'indépendance qu'elle voulait pour faire son travail, et qui s'est ouvert sur la classe politique de l'opposition. Et c'est peut-être pourquoi les deux leaders charismatiques de la politique mauritanienne, Messoud Ould Bekher et Ould Daddah, ont rallié le pouvoir en place. Parce qu'ils savent que ce qui se fait et ce qui se fait et ce qui doit se faire et c'est ce qui est dans l'intérêt de la Mauritanie. Je vous remercie. Je vous retrouve plus tard donc dans une deuxième analyse.